comment motiver le patient face à la chronicité. On va commencer par une question. Alors, quels sont les intervenants dans le réseau ville-hôpital pour l'eczéma atopique? 1. L'école. 2. Les centres d'activité extrascolaires. 3. L'hôpital. 4. Les professionnels de santé en ville. 5. Les associations de patients. Vous avez plusieurs réponses possibles et toujours 30 secondes pour répondre. Alors, vous avez répondu à 23% les associations, 28% les professionnels, 10% l'école, 7%, je suis désolée avec les lunettes, les centres, je ne vois pas, et 28% l'hôpital. Donc en fait, le réseau ville-hôpital, on en parle beaucoup, mais en fait tout reste encore à construire et on peut y inclure en fait dans ce réseau effectivement tous les intervenants que vous avez cités, mais aussi l'infirmière libérale, le pharmacien, les médecins de ville, les médecins de façon générale, la PMI, les associations de patients, la Fondation de la dermatite atopique, l'hôpital et bien sûr au centre de l'école, les centres d'activité extrascolaire et bien sûr au centre de tous ces intervenants, l'enfant et sa famille. En fait, tous ces intervenants peuvent avoir un rôle à jouer dans le parcours du patient atteint de dermatite atopique parce que l'eczéma aujourd'hui est extrêmement banalisé et en fait on a tendance à oublier que c'est quand même une maladie chronique qui peut avoir un impact très important dans le quotidien. Donc pour illustrer un petit peu ces propos, je vais vous donner 2 exemples de notre pratique quotidienne. L'exemple d'une famille où l'application de la crème est devenue conflictuelle, difficile, et du coup, il a fallu créer un réseau avec une infirmière libérale qui est venue prendre le relais pour appliquer la crème à la maison et que les relations au sein de la famille retrouvent un peu de sérénité. Donc ça peut être une façon de construire ce réseau ville-hôpital. Ça va être aussi au niveau de l'école. L'école est un endroit qui peut être compliqué pour les enfants qui souffrent d'eczéma, qui peuvent avoir à faire face à des moqueries, des camarades qui refusent de leur donner la main parce qu'il y a des plaques sur les mains qui vont leur dire « tu n'es pas beau ». Donc ça peut être aussi une façon de mettre en place un réseau parce que le patient va avoir besoin qu'on lui donne des moyens pour prendre en charge ces moqueries, pour réagir face à tout ça. Et du coup, le travail en réseau va être très important. Donc quand on arrive à mettre justement en place ce réseau, c'est un plus pour la prise en charge du patient et de sa famille, car chaque intervenant va ou peut être détenteur d'informations qui vont être importantes dans la prise en charge du patient et qui vont permettre de mieux répondre à ses besoins. Donc construire le réseau ville-hôpital, ça veut dire que c'est travailler sur l'harmonisation du discours, donc comme on est en train de le faire au sein de Pop Training en se rencontrant. Ça va être éviter les ruptures les ruptures dans le parcours de soins du patient en communiquant et en se transmettant les informations importantes. Et puis ça va être aussi s'entraider et s'apporter un appui entre différents professionnels qui interviennent auprès de l'enfant. Par exemple, on peut se dire, là je comprends bien ce qui se passe, je ne comprends pas bien ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour m'éclairer? Et on appelle l'infirmière libérale pour savoir comment ça se passe à la maison quand elle met les crèmes. Ça peut être prendre contact avec l'école si les parents le demandent, parce que c'est compliqué. Voilà. Donc je laisse la parole à Asmaïl. Au centre de la prise en charge, nous avons le patient et sa famille. Et donc comment cette famille, comment ce patient va recevoir les informations concernant l'eczéma atopique et sa prise en charge? Comment va-t-il s'approprier ces informations qui lui viennent de professionnels divers, qui détiennent chacun une part de l'information et qui ont une façon de la lui transmettre? Comment va-t-il intégrer ces informations dans son quotidien? Pour le lui permettre, il faut apprendre à le connaître. Il est important de toujours se souvenir que chaque patient est unique et d'essayer de connaître le patient en tant que personne. Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son lien avec cette maladie? Y a-t-il d'autres personnes atteintes dans la famille? Quelle est sa représentation propre de la maladie?
d'essayer de cerner la situation globale de la personne, mais aussi d'identifier les déterminants sociaux de la santé pour identifier au plus tôt des freins qui pourraient nuire à la prise en charge. Ce patient est-il soutenu? Est-ce qu'il y a un entourage? La famille est-elle présente? Est-ce qu'il y a un risque de précarité? Toutes ces questions doivent être évaluées pour prendre en charge au mieux le patient. Donc, à vous de jouer. Adapter sa posture éducative, c'est expliquer la physiopathologie de l'eczéma en petit 1, 2, reformuler le propos du patient, 3, mobiliser les compétences du patient, 4, expérimenter avec le patient, 5, convaincre le patient. Une ou plusieurs réponses sont exactes et on est parti pour 30 secondes de chronomètre. Et donc on voit que globalement c'est expliquer, expérimenter, reformuler, mobiliser, mais que convaincre doit passer plutôt au travers de ces différents modes, et on va vous les expliquer, vous les illustrer. Pardon. Non, il y a quelque chose avant. Donc la posture éducative. On va essayer, à travers justement ce qu'on appelle la posture éducative, qui ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. C'est souvent la crainte des soignants ou des praticiens, que ce soit en consultation ou en officine. On peut, par des choses assez simples, essayer d'être dans une posture dite éducative, comme par exemple de poser des questions ouvertes. Ça peut sembler assez simple, mais c'est évident que si on pose une question fermée comme dire à un enfant « Est-ce que tu as bien mis ta crème aujourd'hui ?», majoritairement, la réponse de l'enfant va être « oui », mais ça ne nous donnera pas nécessairement la bonne réponse puisqu'il va répondre ce qu'on a envie d'entendre. Donc on va essayer de la formuler autrement et de poser la question de manière ouverte, comme par exemple, comment est-ce que tu vas t'organiser pour tes soins à l'école, qui nous permettra de pouvoir recueillir une information sur son organisation et pas une réponse qui va être un oui ou un non. On peut aussi utiliser la reformulation. Des petites phrases comme « si je vous comprends bien »,« ainsi selon vous » va permettre de voir aussi si on a, nous, soignants, bien compris ce que le patient souhaitait nous dire, mais aussi si on s'accorde. Ça veut dire, est-ce que lorsqu'on reformule, qu'est-ce que ça va permettre au patient de comprendre dans cette reformulation? Ça, c'est extrêmement important. On va utiliser le renforcement positif. La dermatite atopique est une maladie chronique qui évolue par poussée. Ça veut dire que nécessairement, souvent, quand on voit le patient, il est dans une phase dite aiguë, donc un moment où il peut se sentir moins bien. On va alors essayer de valoriser aussi toutes les périodes où il va mieux. Entre deux consultations, il y a souvent des périodes où le patient est plus confortable. On va essayer d'aller renforcer ça. Puis de respecter le rythme du patient. Son moment n'est pas forcément le vôtre. Il y a un temps, et le temps, il est précieux dans la maladie chronique. Il faut essayer d'identifier les moments qui vont être les moments où le patient est prêt, où il a envie de se soigner. Puis la distance, la bonne distance, la juste proximité, ni trop loin ni trop près, ce qui englobe l'alliance thérapeutique, la relation soignant-soigné. On va essayer d'être dans une relation dite de confiance pour se comprendre, pour s'autoriser en particulier à se dire les choses, que le patient puisse dire qu'il n'a pas compris, qu'il ne veut plus, qu'il ne peut plus, mais aussi que le soignant puisse s'autoriser à dire qu'il ne comprend pas pourquoi on n'a pas une amélioration ou de poser des questions plus précises sur comment s'effectue le traitement à domicile. Connaître le patient ou faire sa connaissance, c'est également relever un certain nombre de barrières que sont les croyances de santé. En voici un certain nombre, ce n'est pas une liste exhaustive. Nous connaissons l'information, l'eczéma atopique est une maladie psychosomatique, c'est le stress qui en est responsable. Nous avons discuté déjà de la corticophobie et du rôle du soleil, mais parfois on a d'autres exemples, d'autres questions comme « c'est parce que pendant la grossesse j'ai fait telle ou telle chose que mon enfant a de l'eczéma atopique ».
Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut modifier sa posture ? On va commencer par solliciter ce que c'est le patient. Le patient, il sait plein de choses. Il sait plein de choses parce que c'est sa maladie. Il vit avec tous les jours, il la connaît même donc certainement mieux que nous. On va donc essayer d'aller chercher ce qu'il connaît. Ensuite, on va valoriser son savoir et le renforcer, en tout cas renforcer tout ce qui est proche du savoir et de ce qu'on souhaitait lui apprendre, transmettre. Comme on en a déjà parlé tout de suite, on va identifier les croyances, c'est extrêmement important. On sait que la corticophobie, elle est forte, il va falloir essayer de la repérer assez vite. Puis relever les erreurs, c'est important. Il y a évidemment des choses parfois qui ont été, dans les croyances bien sûr, mais aussi parfois des choses qui ont été mal comprises ou mal entendues. On sait qu'il y a une multiplicité de discours aussi dans la dermatite atopique, puisque souvent les patients ont vu déjà beaucoup de praticiens, et donc ils vont nécessairement avoir des informations qui ne sont pas tout à fait justes, il faut relever les erreurs. Et puis compléter ce qu'ils savent, toujours en se disant, en leur posant la question en tout cas, de est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ? Tous les patients n'ont pas envie de connaître l'ensemble des effets secondaires, le traitement d'après si celui ne marche pas, etc. Donc demandez aux patients, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus ? Prendre appui sur la réalité quotidienne du patient rend les choses souvent assez efficaces, puisque les patients ont besoin de pouvoir s'identifier à leur vie, à leur réalité, à leur quotidien. Donc on va essayer d'aider le patient à transférer dans sa vie, donc par exemple l'école pour un enfant, c'est un exemple qui fonctionne plutôt bien, comment est-ce qu'il va pouvoir s'organiser avec son traitement, sa maladie, comment est-ce qu'il va la raconter. On va aussi lui proposer, quand on a le temps, parce que c'est peut-être ce qui prend le plus de temps finalement, d'expérimenter une application de la crème sur un bras, sur une main, permet aussi de mieux appréhender et de recueillir des questions ou d'identifier des freins. On va soutenir le patient en parlant de ses pairs. S'appuyer sur l'expérience d'autres patients qui ont eu les mêmes expériences, c'est souvent très riche pour les patients. Ils ont besoin de savoir comment les autres font, comment ça se passe, est-ce qu'il y en a d'autres. Donc essayez de prendre l'exemple d'autres patients que vous avez vus récemment. Et puis utiliser des outils adaptés, les supports, en particulier les supports écrits, remettre des petites fiches, etc., vont permettre aux patients de pouvoir garder des informations. On sait que dans un temps d'échange, il y a un faible pourcentage d'informations qui est conservé par le patient, donc si on peut remettre un support écrit, c'est évidemment plus efficace. Allez, à vous de jouer. Combien de patients suivent les recommandations de leur médecin ? Premièrement, 1 sur 5, deuxièmement, 2 sur 5, troisièmement, 3 sur 5, quatrièmement, 4 sur 5, 30 secondes, 2 sur 5. 2 sur 5, donc reformuler, reprendre, écouter à nouveau. On va parler maintenant du diagnostic éducatif. C'est certainement la clé de la démarche éducative. Je voulais citer là André Grimaldi, diabétologue, pionnier dans l'éducation thérapeutique, très engagé dans la prise en charge de la maladie chronique, qui lui écrit qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Le temps, c'est un moment clé dans l'éducation thérapeutique, c'est un moment clé dans la prise en charge de la maladie chronique. Il faut savoir attendre le bon moment et le bon moment, c'est souvent le moment du patient pour pouvoir le soigner quand il en a envie et qu'il en est capable. Ce diagnostic éducatif, il va aussi permettre de favoriser la relation soignant-soigné, l'alliance thérapeutique, parce qu'on va avoir un temps d'échange qui n'est pas autour d'un examen clinique ou de données médicales. Il va permettre d'identifier les besoins du patient, mais surtout sa motivation. La motivation, c'est tout de même la clé de l'observance. De s'accorder sur ce qui est important, ce qui est possible, pas possible, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et s'accorder, c'est vraiment des deux côtés. C'est pour le patient, mais aussi pour le soignant. De donner un cadre, des limites, c'est important dans la prise en charge. De comprendre ce que veut et ce que peut faire le patient. Quelles sont ses possibilités à ce moment-là ? Et puis ensuite et enfin, prendre en compte les situations de précarité
en particulier économique, puisque la dermatite atopique est une maladie dermatologique. Les maladies dermatologiques ont souvent des traitements qui ne sont pas suffisamment pris en charge par l'assurance maladie et qui donc ont un coût financier important à charge des familles. On sait que toutes les familles ne sont pas en mesure de pouvoir prendre en charge financièrement ces traitements. C'est donc indispensable d'évaluer les possibilités financières des familles pour pouvoir proposer un traitement qui va être adapté et qui va pouvoir être suivi sur une longue période à domicile.